Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session de live de jeudi qualité de Mivado Global Performance. Je crois que le son est bon partout et que tout le monde est bien connecté et que tout le monde a la vidéo que nous proposons. Encore une fois, merci de nous joindre aujourd'hui, jeudi le 29 janvier 2026, 14h temps universel et 9h de New York. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre live de jeudi qualité. Aujourd'hui, le thème, c'est comment la culture influence l'application des bonnes pratiques de fabrication. Donc, nous allons parcourir le monde à travers ces formes de culture et comment ces cultures impactent la mise en place des bonnes pratiques de fabrication. Avant de continuer, comme d'habitude, nous allons passer en revue donc nos avertissements. Veuillez noter que cette activité est une formation et ça fait partie donc du programme de formation continue de Mivado Global Performance. Le contenu de cette formation et du webinaire et des slides que nous proposons sont sous la responsabilité de Mivado Global Performance et Mivado Global Performance détient les droits d'auteur sur le contenu et sur le contenant. Donc, les vidéos que nous postons sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux ne sont pas à des fins commerciales. Nul n'a le droit de partager ces informations à des fins commerciales. Donc, sans autorisation de Mivado Global Performance. Alors, vous allez me demander c'est quoi Mivado Global Performance. Je vous laisse avec cette petite vidéo qui explique ce que nous sommes et puis je vous reprends après. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc, comme vous pouvez le voir, Mivado Global Performance est une entreprise donc de conseil et de gestion. Nous œuvrons dans le monde des sciences de la vie et de la technologie comme solution et service. Vous allez voir que nous avons la gestion de projet, la validation des systèmes informatisés, la validation d'une usine tout court, la mise en place des systèmes qualité, ou la mise en œuvre de la qualité en général, le développement des procédés, l'optimisation des procédés, le Lean Six Sigma, l'excellence opérationnelle et puis la transformation numérique et la transformation intelligence artificielle. Donc, nous œuvrons dans une gamme de services et de solutions que nous proposons aux différents secteurs et puis au monde entrepreneurial. Donc, si vous avez des besoins particuliers, que ce soit au niveau de l'agroalimentaire, au niveau des instruments médicaux, au niveau donc de la pharmaceutique ou des biopharmaceutiques, vous avez acquis, vous avez sur qui vous pouvez compter. Donc, rejoignez-nous, Mivado Global Performance, www.mivado.com. Donc, cela étant dit, nous continuons avec cette planche qui propose différentes formations en ligne que vous pouvez souscrire vous-même. Donc, vous allez sur mivado.com et dans la rubrique formation en demande ou formation en ligne, donc vous allez voir différentes propositions
que nous mettons sur la toile. Ce sont des formations payantes que vous pouvez suivre. Et à la fin, il y a un quiz, une série de questions pour vérifier les connaissances. À la suite de ça, vous avez votre certificat que vous pouvez joindre à votre CV. Donc, aujourd'hui, nous avons Déviation, Investigation et CAPA, qui est une formation complète, donc d'une heure à peu près. Ensuite, nous avons les bonnes pratiques de fabrication au complet et l'introduction aux bonnes pratiques de fabrication, et puis la gestion des risques liés à la qualité. Donc, ce sont différentes formations, différents cours que nous proposons. Vous avez aussi peut-être l'équivalent en anglais, étant donné que notre site est bilingue, anglais-français, je voulais dire. Donc, voilà pour la formation en ligne ou l'auto-formation que nous proposons sur www.mivado.com. Ensuite, comme nous offrons des services, nous sommes dit, rien ne vaut une formation d'appoint pour expliquer ce que nous faisons ou alors pour accroître la connaissance de nos partenaires. Donc, c'est pour ça que Mivado Global Performance donne aussi de la formation à l'industrie. Donc, vous allez voir que ici, nous proposons une formation sur le cloud et la cybersécurité dans la gestion des données de laboratoire, évidemment dans le monde pharmaceutique ou dans le monde réglementé que nous avons. Donc, c'est une formation payante sur inscription obligatoire qui aura lieu le 10 février 2026 sur Zoom, évidemment, puisque c'est une visioconférence. Ensuite, nous avons un atelier aussi sur l'intelligence artificielle générative appliquée à la chimie. Donc, vous allez voir que cette formation est aussi payante sur inscription obligatoire et aura lieu le 24 février 2026. Toutes les informations se trouvent sur notre site web www.mivado.com. Troisième formation que nous vous proposons, c'est un atelier donc sur la production des comprimés, des crèmes, onguents liquides et produits stériles. Donc cette formation est beaucoup appréciée par ceux qui nous suivent. Donc c'est aussi en visioconférence sur Zoom et c'est de 13h à 17h temps universel, c'est-à-dire GMT. Donc, cette formation aura lieu le 2 mars 2026 sur Zoom, sur inscription obligatoire. Donc, voilà pour l'introduction des différentes activités que nous proposons et nous allons maintenant attaquer le vif du sujet. Donc, je me présente, mon nom est Kossi Bolé, je suis chimiste certifié Lean Six Sigma et Project Management Professional PMP. Je suis un acteur donc de la création des valeurs pour les entreprises pharmaceutiques, agroalimentaires et des instruments médicaux. Donc, notre but, c'est de créer de la valeur, de vous aider à atteindre votre plein potentiel. OK? Donc, je suis votre interlocuteur aujourd'hui, votre humble serviteur qui va vous entretenir sur comment la culture peut influencer la mise en place donc des bonnes pratiques de fabrication et comment on peut intégrer cette culture-là et le langage que nous avons dans les pratiques donc de la pharmaceutique ou des pharmaceutiques mondiales. Donc, ce sont des éléments que souvent les gens se posent. On se pose ce genre de questions. Est-ce qu'on peut déroger? Comment ça se fait? L'habillement? OK, il y a différentes cultures qui ont des codes vestimentaires différents. Comment ces codes vestimentaires-là s'intègrent ou s'impliquent donc dans la mise en place des bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est une
c'est un webinaire donc d'1 heure à peu près, donc on va parler dans les détails, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur comment faire ou si vous avez des questions pointues, vous pouvez nous joindre sur nos différentes plateformes, soit sur YouTube, TikTok, Facebook ou alors directement sur notre page web www.mivado.com et nous laisser des commentaires et ça nous ferait plaisir de vous répondre en détail et de vous assister aussi dans vos quotidiens. Donc, voilà. Au menu, donc, c'est-à-dire à travers ces 1 heure de formation, qu'est-ce que nous allons voir? Donc, nous allons essayer de comprendre l'impact donc du facteur culturel sur la mise en œuvre des bonnes pratiques de fabrication. Ok, c'est essentiel d'appréhender cette notion-là et de comprendre comment la culture peut influencer les bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, vous allez adapter donc ces consignes-là aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, pour nous, adapter les consignes aux bonnes pratiques de fabrication ou alors aux réalités linguistiques et locales, c'est très important pour réussir dans sa mission, pour réussir dans la mise en place de son industrialisation pharmaceutique et pour pouvoir fabriquer des produits qui sont conformes à l'autorisation de mise en marché. Après, on va voir quelques cas donc issus des 5 continents. Donc, ce sont des exemples que nous allons décrire et voir comment est-ce que cet impact-là se traduit à travers les 5 continents. Et on terminera par une approche pratique, c'est-à-dire quelles sont les recommandations et les stratégies à mettre en place lorsqu'on fait face à une culture donnée. Donc, et face à cette culture, quelles sont les façons de faire pour pouvoir mettre en place les bonnes pratiques de fabrication. Donc, voilà le menu. Et nous sommes confiants qu'à la fin de notre présentation, nous allons rencontrer les 4 points qui sont énumérés. Donc, premier élément, comprendre l'impact du facteur culturel sur la mise en œuvre donc des bonnes pratiques de fabrication. Ici, on va voir que la culture et puis le langage vont influencer énormément les bonnes pratiques de fabrication. Ça va être on va voir une définition. C'est quoi la définition et c'est quoi l'importance du facteur culturel en environnement pharmaceutique? Qu'est-ce qui influence les normes sociales? Qu'est-ce qui permet l'influence des normes sociales sur la compréhension des bonnes pratiques de fabrication? Et on va voir les risques liés à la non-adaptabilité, donc ou à la non-adaptation culturelle des consignes. C'est très important. Okay. Donc, en premier point, les facteurs, en premier point, définition et importance donc de l'impact culturel sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc, le facteur culturel englobe en général les valeurs, les croyances, les comportements et les normes partagées dans un groupe social qui influencent profondément la compréhension et l'application des bonnes pratiques de fabrication. Donc, nous devons comprendre c'est quoi ces facteurs culturels-là, c'est quoi ces valeurs, c'est quoi ces croyances qui influencent, n'est-ce pas, la mise en place donc des bonnes pratiques de fabrication. Dans l'industrie pharmaceutique, où la précision et la conformité sont indispensables, négliger les différentes cultures peut entraîner des erreurs, des incohérences et un non-respect des réglementations. Donc, on voit très clairement que lorsqu'on ne respecte pas les consignes, lorsqu'on ne respecte pas les valeurs, lorsqu'on ne traduit pas
notre valeur, l'aspect culturel. Donc, dans la mise en place des bonnes pratiques de fabrication, cela peut entraîner des erreurs et peut causer des non-conformités qu'on pourra regretter plus tard. Donc, d'où l'importance donc pour la qualité globale d'intégrer les facteurs culturels dans les bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez, ça devient une exigence pour nous-mêmes et pour la fabrication pharmaceutique que nous réalisons. Selon les études, plus de 60% des écarts de conformité en production pharmaceutique sont liés à une mauvaise adaptation culturelle des consignes. Donc, c'est un levier essentiel pour sécuriser la qualité et la sécurité des produits à l'échelle mondiale. Et je ne veux pas juste parler de l'Afrique ou de l'Asie, de l'Amérique, non. Sur tous les continents, nous avons des cultures, nous avons des valeurs, nous avons des croyances différentes. Et toutes ces croyances-là vont impacter la façon dont nous mettons en pratique les bonnes pratiques de fabrication. Et lorsqu'on déroge à cela, donc ça crée des écarts, ça crée des conduites au niveau des bonnes pratiques de fabrication, ça crée une non-conformité des produits donc par rapport à l'autorisation de mise en marché. Et nous ne voulons pas cela. Donc on doit faire attention donc à nos valeurs, à nos cultures, à notre langage aussi, pour pouvoir mettre en place les bonnes pratiques de fabrication. Souvent, on va dire que euh, les, les opérateurs doivent travailler dans la langue, dans leur première langue. Par exemple, si votre langue première est le français, normalement, toutes les procédures de votre usine doivent être en français. Maintenant, si vous faites affaire avec les pays anglophones, donc vous pouvez avoir des procédures bilingues ou alors vous pouvez traduire au moment venu vos procédures, ainsi de suite. Donc, ceux qui travaillent en Swahili doivent traduire les bonnes pratiques en Swahili pour pouvoir les adapter, les appliquer donc à leur production pharmaceutique. Il faut que les opérateurs comprennent ce que nous entendons par les bonnes pratiques de fabrication et quels sont les tenants et les aboutissants. C'est très important de veiller à ce que les gens comprennent ce que nous avons comme bonnes pratiques de fabrication, comme principe des bonnes pratiques de fabrication. Excusez-moi. Donc, nous allons continuer avec l'influence des normes sociales sur la compréhension des bonnes pratiques de fabrication. Les normes sociales dictent les comportements acceptés dans un environnement donné et influencent le respect et l'assimilation des consignes techniques. Donc, le rôle des normes sociales, c'est que les normes sociales définissent les comportements acceptés et influencent l'assimilation donc des consignes techniques en entreprise. Veux pas, c'est comme ça que ça se passe, ok. Donc, en milieu pharmaceutique, le respect hiérarchique, l'attitude face à l'autorité ou encore la gestion du temps peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Donc, modifiant ainsi la manière dont les bonnes pratiques de fabrication sont reçues et appliquées. Par exemple, dans des cultures à forte hiérarchie, en Afrique ou en Asie, la communication descendante stricte est plus efficace. Tandis que dans la culture plus égalitaire, en Europe ou en Amérique du Nord, la participation collective améliore la compréhension. Cela veut dire que le poids de la culture a un impact prépondérant donc dans la mise en place des bonnes pratiques de fabrication ou des principes des bonnes pratiques de fabrication, vous voyez. Donc, selon que nous avons telle ou telle culture, nous réagissons pas de la même façon. Et ça, il faut le savoir, il faut le comprendre à l'avance pour pouvoir adapter la manière de se comporter, la manière de gérer et la manière de faire même des changements à travers les organisations. Et c'est très important que le facteur culturel prenne un pas en avant par rapport aux règles même donc des bonnes pratiques de fabrication. Ne pas s'adapter à cela
peut conduire à des non-conformités, à des produits qui sont rejetés non conformes, donc qui ne respectent pas l'autorisation de mise en marché. Et ça, personne n'en veut parce que ça coûte beaucoup de temps. Enfin, c'est dispendieux, c'est cher pour l'entreprise. On ne veut pas avoir de ce genre de gaspillage donc financier, ce qui nous amène à mettre en place ce que nous appelons les consignes et les bonnes pratiques en la matière. Donc, avant de mettre tous ces éléments en place, il est nécessaire, comme nous l'avons vu dans un live de gestion de risque, de faire une analyse de risque et de lier les risques de la non-adaptation culturelle aux consignes des bonnes pratiques de fabrication. Je répète, avant de mettre son entreprise en place. Donc, il est nécessaire de faire une analyse de risque, de l'adaptation ou de la non-adaptation, donc du poids culturel sur les bonnes pratiques de fabrication. C'est essentiel. C'est comme toute autre analyse de risque ici. Lorsque nous appliquons ICHQ 9, Quality Risk Management, il est important que cette analyse de risque couvre aussi l'adaptation culturelle aux consignes des bonnes pratiques de fabrication. Donc, l'absence d'adaptation culturelle des consignes peut entraîner des conséquences graves, telles que des erreurs de production, des non-conformités, voire des risques pour la sécurité des patients. Okay. Des audits internationaux montrent que près de 30% des incidents critiques en fabrication pharmaceutique sont dus à une mauvaise interprétation des directives. De plus, le risque de démotivation du personnel, de résistance au changement et de perte de productivité augmente si les consignes ne sont pas culturellement appropriées. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est de s'approprier les consignes, c'est de les traduire dans notre culture finalement. Et il faut savoir qu'en bout de ligne, ce qui intéresse les auditeurs ou les inspecteurs au niveau pharmaceutique, c'est le respect donc des règles et la traçabilité au niveau de nos actions, au niveau de la production du produit. Il faut démontrer que ce que nous avons écrit dans nos procédures, c'est ce qui est fait, et ce qui est fait est documenté, et s'il y a des erreurs ou des déviations, c'est documenté, c'est expliqué, on trouve les routes causes, on essaie d'améliorer les principes, et on doit démontrer sur toute la ligne que nos activités ont conduit à fabriquer un produit qui rencontre l'exigence de mise en marché ou l'autorisation de mise en marché. Vous voyez? Donc, on peut tout faire en autant qu'on respecte les bonnes pratiques de fabrication. Même si on traduit ces bonnes pratiques de fabrication dans notre culture personnelle, la finalité reste la même, c'est d'avoir des produits conformes aux autorisations de mise en marché. Okay? Nous avons vu la dernière fois dans un live la gestion des risques. Nous avons vu aussi comment harmoniser la réglementation sur le plan mondial. Nous avons vu aussi que les produits doivent être conformes à différentes pharmacopées, soit la pharmacopée américaine, donc USP, ou alors la pharmacopée britannique BP, British Pharmacopoeia, ou alors la pharmacopée européenne, pour ne pas citer toutes les pharmacopées de ce monde. Et je vous avais aussi dit que l'Afrique, via l'agence des médecines ou des médicaments, l'agence africaine des médicaments, c'est ça, aussi prépare sa pharmacopée sur le plan africain. Donc, on va avoir une pharmacopée africaine qui va être élaborée aussi. Donc, tous les produits sont conformes à l'un ou l'autre des principes de bonnes pratiques de fabrication et aussi à l'une ou l'autre des pharmacopées. On ne peut pas passer à travers, parce que si vous voulez avoir une autorisation de mise en marché, il est très important d'avoir cette reconnaissance, cette licence d'autorisation de mise en marché, soit de votre agence nationale de réglementation ou de médicaments, ou alors
à l'international pour pouvoir vendre votre produit dans les autres pays. Donc, ce qui nous amène à parler donc de comment adapter les consignes BPF aux réalités linguistiques et sociales. Ok, c'est la traduction, la simplification des directives techniques. Donc, l'utilisation de canaux de communication adaptés. On va avoir comme exemple l'outil pédagogique sensible au contexte local. Donc, on commence par la traduction et la simplification des directives techniques. Ici, on sait que la traduction fidèle et la simplification linguistique des directives techniques sont cruciales, n'est-ce pas, pour garantir que tous les employés, quel que soit leur niveau de maîtrise du langage, saisissent pleinement les exigences. Donc, c'est important de traduire dans nos propres mots. D'ailleurs, quand on était à l'université, c'est ce qu'on nous disait. Lorsqu'on avait un cours, on essayait de traduire ça dans notre propre langage pour que ça soit facile à assimiler. C'est pareil avec les bonnes pratiques de fabrication. Donc, on va traduire de façon claire et nette dans nos langues, dans nos façons de faire, dans notre culture, les principes des bonnes pratiques de fabrication. On va pouvoir utiliser un langage clair. On va pouvoir éviter le jargon technique complexe. On va pouvoir intégrer des exemples pratiques faciles à la compréhension et réduire les erreurs. Après tout, c'est ce qu'on veut. Okay? Donc, cette façon de faire, selon une enquête menée dans l'industrie pharmaceutique, on dénote 45% des problèmes de conformité sont liés à une mauvaise communication linguistique. En fait, dans une usine, il faut parler, il faut donner des consignes, etc. Si la consigne n'est pas correcte, c'est sûr que l'opérateur va saisir des données erronées. Donc, il faut que la communication soit, même si c'est dans notre propre langue maternelle ou dans une autre langue autre que le français et l'anglais, il faut que la communication soit correcte. Il faut que la communication soit juste. Il faut que la communication traduise exactement ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire selon les bonnes pratiques de fabrication. Ne pas observer cette communication efficace peut entraîner évidemment une erreur, peut entraîner donc des non-conformités, peut entraîner des rejets de l'eau, peut entraîner des analyses qui sont mal conduites et qui aboutissent finalement à des OOS ou alors des hors spécifications. Voilà ce qu'il en est. Okay? Donc, la traduction et la simplification des directives techniques est un outil essentiel au niveau des entreprises de traduire, de communiquer clairement ce que nous voulons faire et de dire, OK, voici l'état de la chose, voici tel que nous voulons participer à faire la chose et que en faisant comme ça dans nos façons de faire, dans notre culture, on arrivera à avoir des produits de qualité tout simplement. Donc, ne pas avoir peur de s'approprier les bonnes pratiques de fabrication. D'ailleurs, c'est une règle d'or que nous lançons, c'est un appel aussi, c'est une exigence, donc même des bonnes pratiques de fabrication, de s'approprier ces principes et de les traduire dans sa culture, selon sa langue et selon les consignes sociales, etc., etc. Donc, c'est très important de veiller à cela afin de respecter les bonnes pratiques de fabrication. Nous avons ensuite comment utiliser les canaux de communication adaptés. Effectivement, lorsqu'on parle de la communication, il y a l'émetteur, le récepteur, et puis il y a le canal de transmission. Okay. Le canal de transmission, c'est la voie par laquelle nous communiquons. Par exemple, moi, je fais ce live. La façon dont je communique les informations, c'est via une vidéoconférence Zoom, donc via Internet. Le canal d'information, c'est ça. Donc,
Pour ceux qui nous suivent sur TikTok, c'est via TikTok, donc c'est toujours électronique. Donc, je parle dans un micro et vous entendez avec l'image qui est affichée. Donc, adapter les modes de communication aux habitudes locales va augmenter significativement l'adhésion. Ça, c'est indéniable. Lorsqu'on fait dans certaines cultures, on dit si on a une chose importante à dire, c'est parce que pour que ça soit bien compris, il faut la dire dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Donc, on doit adapter les modes de communication aux habitudes locales. Ça, c'est un. Ensuite, ce qui va permettre d'augmenter donc l'adhésion de tout le monde. Si vous allez dans un environnement et que vous commencez par parler le Swahili et que le monde qui est autour ne comprend pas le Swahili, les gens vont vous regarder comme des moutons. C'est pareil. Donc, même en Europe, lorsque vous allez en Europe, si le pays dans lequel le pays hôte, je vais dire, parle le français et que vous parlez l'anglais, les gens vont vous regarder bizarrement. C'est normal. Parce que l'humain est fait comme ça. L'humain a peur donc de tout ce qui est changement. L'humain, quand l'humain ne comprend pas, l'humain ne peut pas agir. Donc, même, je dirais que c'est un instinct humain. Donc, on va comprendre des consignes pour pouvoir les appliquer. Donc, cela peut inclure aussi l'utilisation des sessions en présentiel. Donc, soit c'est via Zoom ou vidéoconférence, on peut communiquer aussi en présentiel, on peut rassembler le monde et faire des réunions ou des formations en présentiel, on peut utiliser des vidéos comme je l'avais dit, ça peut prendre des supports visuels, ce que nous faisons actuellement, donc vous avez la voix, mais en plus de ça, vous avez le support visuel pour voir exactement ce que j'ai traduit au niveau de mes jeudis qualités, donc, ou encore des applications mobiles selon les réalités technologiques et culturelles locales. Donc, si nous sommes dans une zone rurale, ça prend la présence et ça prend une démonstration pour que les gens sachent, comprennent exactement ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, dans certains contextes, la communication orale via des leaders d'équipe est plus efficace que les supports écrits. Donc, une stratégie multicanale renforce l'importance, donc l'impact aussi, et la mémorisation des consignes. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont, comment dire, le mimétisme, il y en a qui veulent imiter. Vous voyez, il y a différents modes d'apprentissage à ce niveau-là. Et au niveau de la communication, nous avons différents canaux aussi, donc que nous venons d'énumérer. Donc, en utilisant ces différents canaux, on peut influencer le comportement et le culturel chez nos opérateurs et les amener à observer, n'est-ce pas, les bonnes pratiques de fabrication. Ne pas oublier que dans une usine pharmaceutique ou dans une unité de production pharmaceutique, ce qui est important, c'est l'application des règles des bonnes pratiques de fabrication et que tout produit pharmaceutique, instruments médicaux, etc., obéit, donc tout produit obéit donc aux lois et règlements des bonnes pratiques de fabrication. C'est la toute première qu'on doit suivre. Et c'est ça qui nous permet d'avoir notre licence d'établissement, notre licence de producteur des médicaments. Donc, c'est important de se l'approprier et de traduire ces bonnes pratiques-là dans notre propre culture pour pouvoir maîtriser la façon de faire. Ce qui nous amène à parler donc des exemples d'outils pédagogiques sensibles au contexte local. Donc, on va parler donc d'outils pédagogiques localisés.
on va parler des supports visuels adaptés, on va parler des plateformes interactives. Tout ça permet donc de distiller de l'information, de partager des connaissances, etc. C'est pas nouveau pour nous. Et donc, dans une usine pharmaceutique, on va utiliser les mêmes outils pour atteindre nos objectifs en matière de communication et en matière de formation. C'est très important de, 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 de faire ce genre de communication à travers ces canaux, n'est-ce pas? Donc, nul n'est à l'abri des erreurs, ça on le sait. Mais on doit user de tous les moyens dont on dispose pour faire partager l'information et c'est ça qui est important. Donc, les outils pédagogiques tels que vidéos localisées, jeux de rôle, panneaux pictographiques ou des plateformes interactives adaptées au contexte culturel améliorent la compréhension et l'application des bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez? Donc, vous allez voir que dans certaines usines, on va mettre des pictogrammes. Les pictogrammes, ce sont des schémas, des dessins qu'on met pour illustrer une action. Par exemple, un pictogramme, c'est un bonhomme qui est dessiné de façon grossière et qui marche sur une ligne verte, par exemple, ou une ligne jaune, ou un couloir délimité. Donc, ça va être un pictogramme pour dire aux gens, attention, il faut marcher sur la ligne jaune. Ou alors, il y a le signe attention, le triangle avec point d'exclamation. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont servir de pictogrammes et qui vont permettre aux gens donc d'aller jouer au niveau donc des bonnes pratiques de fabrication. Et ça, c'est essentiel car le monde permet de suivre ce qui se passe et que chaque activité peut se dérouler de façon conforme. Et lorsqu'on fait ça et que tout le monde est bien aguerri, on voit que la communication peut se passer de façon claire, précise, lisse, etc. Donc, les outils pédagogiques tels que vidéos localisées, jeux de rôle, panneaux, pictogrammes permettent de communiquer de façon efficace. Et aussi, des études montrent que la formation contextualisée peut augmenter la rétention des connaissances jusqu'à 70%. Vous voyez? Donc, ces outils favorisent également l'inclusion de populations parfois peu alphabétisées, je veux dire, renforçant ainsi la conformité globale. Donc, c'est essentiel de regarder ça et de se dire, OK, on a des activités qu'on peut faire et que cela peut permettre de vulgariser l'information sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc, ce sont les éléments qui sont importants, qui sont nécessaires et qui permettent donc de véhiculer ce que nous appelons les principes des bonnes pratiques de fabrication. Cela va nous amener maintenant à parler donc à des exemples qui sont liés aux différents continents, aux différentes cultures. OK. Étude de cas donc issus des 5 continents. Donc, on va voir des défis et des solutions qui sont liés à ça. Donc, on va voir différentes études de cas, en commençant par l'Asie, on va passer par l'Amérique latine, on va voir le cas de l'Afrique, de l'Europe, etc. Donc, c'est pour faire le tour du monde des cultures finalement. Et je crois que cela va nous permettre de comprendre un peu comment le culturel peut impacter les bonnes pratiques de fabrication.
Donc, cas d'une usine en Asie, adaptation, multilinguisme et hiérarchie. Donc, vous connaissez, nous avons tous eu vent donc, de comment les, les, les Chinois ou les Asiatiques travaillent, quels sont leurs niveaux de précision aussi, le respect des règles, le respect de la hiérarchie, on l'a dit tantôt. Et dans cette partie du monde, la hiérarchie compte beaucoup. C'est-à-dire que on a le culte donc des grandes personnes, c'est-à-dire des personnes âgées. On va respecter beaucoup plus des personnes âgées. On va respecter beaucoup plus des personnes qui sont dotées de connaissances prouvées. Donc, on va aussi observer un certain respect envers ces personnes parce qu'ils détiennent la connaissance, parce qu'ils sont des personnes âgées. Par définition, ce sont des personnes sages qui ont vécu beaucoup de choses. Donc, c'est pas loin donc de ce que nous connaissons aussi au niveau de l'Afrique, mais c'est vrai que c'est très important de suivre ce cas. Le cas d'une usine en Asie, adaptation au multilinguisme et hiérarchie. Dans une usine pharmaceutique en Asie du Sud-Est, la diversité linguistique, il y en a plus de 3 langues locales, et la culture hiérarchique stricte ont imposé une adaptation spécifique des consignes, des bonnes pratiques de fabrication. Donc, la mise en place donc, de supports multilingues combinés à des formations en petits groupes, respectant la hiérarchie, a permis une baisse de 40% des écarts de qualité. Vous voyez? Donc, l'approche a aussi intégré des leaders locaux comme facilitateurs pour renforcer l'adhésion. C'est pas étonnant si la plupart des approches qualité d'amélioration continue, de Lean Six Sigma, des Kaizen de ce monde-là viennent donc de l'Asie, précisément du Japon. Donc, c'est dû à leur culture, à leur façon de vivre. C'est ça qui a permis de développer ces éléments-là, vous voyez. Donc, ce sont des gens très pragmatiques. Ils ont plusieurs langues, donc ils doivent se communiquer entre eux. Et il y a le respect de la hiérarchie. Donc, ces deux facteurs combinés amènent à développer d'autres outils qui permettent d'appliquer les bonnes pratiques de fabrication. Donc, faisant ça, donc on peut éliminer des écarts de qualité et améliorer grandement la qualité des produits. D'ailleurs, tout le monde, je crois, est d'accord que l'Asie est en matière de qualité des produits, donc sont au top. Oui, c'est vrai, il y a certains produits qui ne sont pas très qualité, mais dans la plupart du temps, lorsqu'ils fabriquent des choses, c'est soigné, c'est bien présenté de façon générale. Donc, c'est la culture qui fait ça. Okay? Donc, on doit pouvoir se l'approprier ainsi et mettre à profit ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication à travers nos cultures, à travers nos façons de faire, nos croyances, etc., etc. Donc, l'autre élément ou l'autre exemple, c'est le cas de l'Amérique latine. Il faut le comprendre. Donc, cas en Amérique latine, prise en compte donc, du contexte communautaire et de la culture orale. Donc, en Amérique latine, c'est plutôt la culture orale qui est bien ancrée. Donc, on va voir comment la méthode participative influence donc les bonnes pratiques de fabrication, la mise en place des bonnes pratiques de fabrication, les supports audiovisuels et puis quels seront les résultats à adopter. Donc, théoriquement, en Amérique latine, la culture orale et le sens de communication via les communautés sont prépondérants. Okay? Donc, une grande usine pharmaceutique a adopté des ateliers participatifs, donc des échanges collectifs et des supports audiovisuels en plus des documents écrits. Donc, cette méthode a favorisé l'appropriation collective donc des bonnes pratiques de fabrication et réduit de 35% les erreurs liées à la non-compréhension des consignes. Vous voyez, donc chaque peuple, chaque
communauté a sa façon de faire et le fait de comprendre ces cultures, d'adapter nos façons de parler, nos façons de faire, nos manières de se comporter peut grandement influencer la compréhension et la mise en place donc des principes des bonnes pratiques de fabrication. Et ça, ce n'est pas un secret, hein, c'est juste l'adaptation donc des cultures locales donc au principe des bonnes pratiques de fabrication, tout simplement. Donc, lorsqu'on fait ça, on a ce que nous avons comme assimilation, bonne compréhension et réduction des écarts au niveau donc de la production. Donc, c'est important de se dire que c'est quelque chose qui est factuel. Donc, ça se passe et on a le droit de le signaler, de le supporter et de le mettre en pratique. Donc, c'est essentiel, tout ça, au niveau donc de la communauté latino-américaine. Donc, c'est la communauté à ce niveau-là qui prime sur la hiérarchisation donc, de la société. En Afrique et en Europe, c'est similaire. Donc ici, bon, on va parler donc de l'influence des pratiques religieuses, beaucoup, l'adaptation en milieu pharmaceutique, comment ça va se passer, et puis la cohérence réglementaire et sociale. Donc, ce sont des éléments essentiels qui vont déterminer la façon dont les bonnes pratiques de fabrication vont se traduire donc dans l'usine pharmaceutique. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'Afrique va combiner la hiérarchisation de sa culture, de sa société. En plus de ça, nous avons la collectivité dans certaines localités et puis le respect donc des aînés, ça je l'ai dit, le communautaire et puis la religion. Voilà les trois éléments, les trois facteurs qui vont influencer le comportement des Africains. Il y a la religion, la hiérarchisation de la société, c'est-à-dire le culte des ancêtres, et puis le respect des anciens, et puis le communautaire. Okay? Donc, lorsqu'on a tout ça, on peut dire que notre bonne pratique de fabrication peut se mettre en place. Donc, c'est essentiel de veiller à ce que ces trois éléments fonctionnent. Donc, soient intégrés donc dans les bonnes pratiques de fabrication. Ok. Donc, pour nous, il ne s'agit pas donc de briser la chaîne en disant oui, il y a la culture, donc on ne peut pas mettre en place les bonnes pratiques de fabrication. Ça ne veut rien dire. L'essentiel, c'est d'adapter nos cultures, nos façons de faire et de lier les bonnes pratiques de fabrication à la chose. C'est important. Donc, lorsqu'on dit la communauté en Afrique ou la religion, etc., ce sont des facteurs qui vont influencer notre comportement. Ok, donc que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane ou toute autre religion, on a des causes vestimentaires, on a des façons de faire, etc. Donc, on doit appliquer ces éléments-là, on doit les traduire dans notre comportement BPF. Donc, dans certains pays africains et européens, les pratiques religieuses vont influencer sur les horaires de travail et les sensibilités liées à certains composants ou procédés. Donc, une usine pharmaceutique dans certains pays africains et européens, les pratiques religieuses influent sur les horaires de travail et les sensibilités liées à certains composants ou procédés. Une usine pharmaceutique a intégré ces paramètres dans la planification des rotations et la communication des consignes, améliorant ainsi la satisfaction du personnel tout en respectant les bonnes pratiques de fabrication. Cette double prise en compte a permis une meilleure cohérence réglementaire et sociale. Donc, c'est essentiel. Donc, voilà. On a fait le tour donc des continents, on a fait le tour donc des différentes cultures et religions à travers le monde de façon rapide hein, pour voir quelles sont les influences de ces pratiques, de ces cultures-là sur les bonnes pratiques de fabrication. Et effectivement, on doit s'adapter, on doit inclure la religion, la façon de faire, les horaires, etc. à travers nos comportements
des bonnes pratiques de fabrication. Sinon, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Donc, voilà. Donc, ce qui nous amène à parler donc de l'approche pratico-pratique pour les professionnels. Comment donc intégrer tout ça? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Comment adapter les bonnes pratiques à nos réalités professionnelles? Je crois que beaucoup le font déjà, mais ici c'est juste un rappel. Vous allez voir qu'il y a des usines implantées dans la plupart des pays de ce monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, dans les Amériques du Nord, dans les Amériques du Sud, en Australie, etc. Mais la façon donc de conduire cela va dépendre, n'est-ce pas, donc de la réalité du terrain. Donc c'est important de mettre des stratégies en place pour pouvoir pallier donc à ces défis-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est d'intégrer la diversité culturelle dans les formations des bonnes pratiques de fabrication. OK, c'est très important. Si on veut faire changer les choses, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pour garantir l'efficacité des formations en BPF, il est nécessaire d'intégrer les modules dédiés à la diversité culturelle, incluant des études de cas, donc des simulations interculturelles et la sensibilisation aux différences sociales. Donc, cette approche va augmenter l'engagement et la compréhension, va réduire les erreurs liées aux différences culturelles. Donc, et des retours d'expérience montrent que un impact positif sur la conformité à long terme est toujours garanti. Donc, rien ne sert de courir, comme on le dit habituellement. Donc, ce qui est important, c'est de mettre la diversité culturelle en avant, c'est d'inclure, n'est-ce pas, à travers les modules de formation, tout le principe donc de la diversité qui va permettre, n'est-ce pas, de faire comprendre aux gens comment agir, comment se comporter, comment mettre en pratique les bonnes pratiques de fabrication. C'est tout ce dont on a besoin ici. Donc, cela a toujours un impact positif sur la qualité du travail. L'autre élément, c'est l'évaluation et l'adaptation continue des consignes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça va tourner autour de 3 points, c'est-à-dire l'importance de l'évaluation régulière, la flexibilité au niveau d'adaptation et des indicateurs clés de performance. Donc, lorsqu'on met des choses en place, il faut pouvoir les mesurer, n'est-ce pas? Donc, l'environnement culturel étant dynamique, on le sait, nous sommes dans un environnement dynamique, donc il est crucial d'instaurer un processus d'évaluation régulière des consignes des bonnes pratiques de fabrication. D'ailleurs, les bonnes pratiques de fabrication même dictent la loi sur ce plan-là. Donc, on va faire des évaluations régulières, que ce soit au niveau de la mise en place des bonnes pratiques de fabrication, ou au niveau du travail en général. Donc, il y a un processus d'évaluation régulière des consignes. Ensuite, on va mettre en place des retours d'expériences de terrain. Donc, chacun va parler de ses expériences passées pour se faire une idée. Et on va mettre en place une réflexion d'adaptation. Souvent, lorsqu'on fait des ateliers de Kaizen, Kaizen, pour ceux qui ne savent pas, c'est changer pour le meilleur. Donc, les ateliers de changement, des processus de changement, on va dire, bon, voici ce que nous avons, voici les conséquences et voici ce que nous voulons avoir et voici les avantages qui sont liés à ça. Vous voyez, c'est une réflexion, c'est une démarche de réflexion qui nous permet de changer pour le mieux. Donc, la mise en place d'indicateurs clés de performance liés à la compréhension et à l'application des consignes par diverses populations renforce la qualité et la conformité continue des opérations. Vous voyez? Donc, s'améliorer continuellement, même avec le poids culturel, le poids linguistique et le poids religieux, donc contribue grandement à asseoir ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication. Et cela permet aussi de faire des fabrications
qui sont conformes et qui sont exempts de rejet. Ou alors, en tout cas, on va éliminer le gaspillage et puis on va éliminer les variations qui sont dues, n'est-ce pas, donc à la mauvaise compréhension, à la non-adaptation donc de nos valeurs culturelles et religieuses sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc, ce sont des choses qu'on veut éviter à tout prix. Donc, c'est essentiel de le mettre en place. Ensuite, on va pouvoir collaborer donc avec les équipes locales pour améliorer l'efficacité des bonnes pratiques de fabrication. Évidemment, collaborer avec les équipes locales veut dire assurer une adaptation des pratiques au niveau des BPF, renforcer la confiance, surveiller, donc faire une surveillance interculturelle. Donc, je m'explique. La collaboration avec les équipes locales permet d'adapter donc les pratiques, des bonnes pratiques de fabrication aux réalités du terrain et de bénéficier de leurs connaissances culturelles. Donc, cette façon de faire va favoriser aussi une meilleure approbation des consignes et un climat de confiance. Vous voyez, un programme de surveillance interculturelle et des comités locaux participatifs ont démontré une réduction des écarts et une amélioration du respect des normes. Donc, lorsqu'on va mettre nos pratiques en place, lorsqu'on va mettre nos consignes en place, oui, on va mettre des indicateurs de performance pour suivre l'évolution donc de notre processus de changement, de notre processus de fabrication. Certes, mais il va falloir collaborer avec toutes les équipes. Okay, d'où la communication qui est très importante. Donc, cette communication entre les équipes, c'est-à-dire la collaboration des équipes, permet de renforcer la confiance de notre groupe. Okay. Plus les gens se communiquent dans un groupe, on le sait, plus il y a une certaine confiance qui se crée. Donc, on se partage les bons coups et les moins bons, on se partage les conséquences, on se partage les avantages, on se partage les succès. Donc, ce qui va renforcer la confiance et la cohésion du groupe. C'est essentiel. Donc, lorsqu'on fait ça, on améliore automatiquement l'efficacité donc des bonnes pratiques de fabrication. Donc, ce sont des choses que nous mettons en place donc à travers aussi des projets de lean manufacturing ou alors des productions à valeur ajoutée au niveau de la cohésion des équipes, au niveau de Six Sigma, des projets de Six Sigma, etc., etc. Donc, veut pas, l'industrie pharmaceutique doit s'adapter et s'adapte déjà à ses poids culturels, linguistiques, etc., religieux, pour pouvoir mettre en place des pratiques, des manières de faire pour rencontrer les exigences de l'autorisation de mise à marché. Donc, et enfin, on va mettre en place un comité local participatif. Souvent, on le voit dans les pays asiatiques où il y a un comité participatif donc qui est impliqué. Ce comité permet donc une meilleure application et respect des bonnes pratiques, tout simplement. Donc, en Asie, plus précisément, on voit ce genre de comité, mais ce qui est rare en Europe ou en Amérique du Nord, c'est rare, mais des fois, comme les Latinos l'Amérique latine est plus collaboratif, donc ils travaillent de façon communautaire, cela va permettre de s'assurer que toutes les bonnes pratiques de fabrication soient respectées et que les opérateurs assimilent donc la façon de faire. Donc, c'est important de s'assurer que ces éléments-là sont en place pour pouvoir, quand je dis ces éléments, c'est la collaboration, les comités locaux, locaux de participation et puis la surveillance interculturelle sont en place pour pouvoir assurer une bonne continuité, une bonne implantation des principes des bonnes pratiques de fabrication. Ce qui nous amène donc à la conclusion pour ce live. C'est sûr que ça a été vite, c'est vrai.
on ne peut pas tout voir ici, mais si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous joindre au www.mivado.com ou alors à travers nos plateformes sur YouTube, Facebook, TikTok. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, liker nos vidéos. Ça nous ferait plaisir de vous rejoindre et de discuter plus en détail sur des questions, sur vos questions. Donc, nous sommes disponibles même à partager une rencontre avec vous pour aller plus loin donc dans les sujets. Donc, ce qui nous amène à dire que le webinaire d'aujourd'hui ou le jeudi qualité du jour nous a permis d'aborder l'approche culturelle adaptée pour assurer la conformité réglementaire et la qualité des produits pharmaceutiques. Donc, le premier point essentiel que nous voulons dire, c'est la garantie de conformité et de qualité. Donc, l'approche culturelle permet d'assurer cette garantie de conformité et de qualité. Ensuite, il y a l'amélioration et la compréhension. Nous avons vu que l'adaptation culturelle facilite la compréhension et l'adhésion des équipes aux procédures de qualité. Évidemment, lorsque tout le monde adopte la même culture, lorsque on adapte nos façons de faire aux bonnes pratiques de fabrication, cela permet une meilleure cohésion d'équipe, une meilleure adhésion de l'équipe, ce qui permet d'éliminer toute non-conformité au niveau de la production pharmaceutique. Ensuite, nous avons l'amélioration et la compréhension. C'est vrai, l'adaptation culturelle facilite la compréhension et l'adhésion des équipes aux procédures de qualité. Vous voyez, donc c'est quelque chose, c'est palpable, c'est visuel, c'est factuel et on ne peut pas y déroger. Ne pas le faire peut conduire notre usine à la dérive. Donc on peut perdre notre usine, on peut perdre la fabrication des produits, on peut perdre la qualité donc de nos installations, etc., etc. Donc c'est important d'adapter donc nos façons de faire donc à la réalité donc des bonnes pratiques de fabrication. Et enfin, donc, l'adaptation culturelle. Donc, pour assurer, n'est-ce pas, l'efficacité donc des bonnes pratiques de fabrication, il est essentiel d'intégrer les réalités culturelles, sociales et linguistiques propres à chaque contexte. Okay? Cette approche favorise ce que nous appelons la compréhension et l'adhésion des équipes. Donc, non seulement la compréhension et l'adhésion des équipes, mais aussi cette approche va garantir que la conformité et la qualité des produits soient au rendez-vous dans nos usines pharmaceutiques et à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Donc, c'est très important pour nous de prendre en considération le poids culturel, le poids sociétal, le poids linguistique, le poids religieux et de les imbriquer donc dans les BPF, dans les bonnes pratiques de fabrication. Et là, avec les moyens de communication dont on dispose, les moyens pédagogiques dont on dispose, les canaux de communication, etc., on peut traduire ça en message, en principe et ce qui va permettre l'adhésion d'un plus grand nombre donc des opérateurs. Donc, qui dit l'adhésion des opérateurs dit fabrication à valeur ajoutée, dit fabrication qui rencontre les exigences des bonnes pratiques de fabrication et par-delà l'autorisation de mise en marché. Donc, on devient un gagnant en posant des gestes, en intégrant et en adaptant les cultures afin le poids ou les valeurs culturelles dans les bonnes pratiques de fabrication. Donc, pour terminer, je dirais que l'adaptation culturelle est la clé de la réussite des bonnes pratiques de fabrication. À retenir, je répète, l'adaptation culturelle reste la clé de la réussite des bonnes pratiques de fabrication dans une usine pharmaceutique. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça nous a fait plaisir donc de partager ce moment avec vous. C'est sûr que c'est aller un peu vite, mais c'est le temps qu'il nous faut pour parler donc de la question liée
à la culture, au poids donc de la culture et de son impact sur les bonnes pratiques de fabrication. On vous dit merci et à la prochaine.